La Semaine du cerveau, organisée à Genève par le Neurocenter de l'Université de Genève, a pour thème la conscience modifiée. Les états de conscience modifiés sont des états mentaux différents de l'état de conscience ordinaire. Ils permettent de percevoir et de ressentir le monde différemment et de sortir des routines de la perception de la conscience ordinaire. Pour illustrer ce sujet, deux exemples sont présentés, les expériences extatiques dans les épilepsies et l'hypnose. Le premier exemple, présenté par Fabienne Picard, neurologue clinicienne à l'Université de Genève, traite de l'épilepsie et des états extatiques qu'elle peut provoquer. Certaines personnes atteintes d'épilepsie peuvent ressentir une expérience très forte lors de la crise, avec une perception augmentée de la conscience de soi et une impression d'union avec le monde extérieur. La localisation de cette forme d'épilepsie est dans la structure cérébrale appelée insula, et le mécanisme qui pourrait être à l'origine de ce phénomène extatique est étudié. L'épilepsie est l'une des maladies neurologiques les plus fréquentes dans le monde et peut débuter à tout âge. Une crise d'épilepsie désigne la survenue brutale de signes ou de symptômes qui sont dus à une activité neuronale anormale excessive ou hypersynchrone dans une région plus ou moins étendue du cerveau. Les convulsions ne sont pas la seule manifestation de l'épilepsie, qui peut avoir une origine génétique ou une lésion cérébrale. La synthèse décrit une forme d'épilepsie appelée épilepsie extatique qui est souvent sous la forme de rapports de cas uniques. Cette forme d'épilepsie est sous-estimée car les personnes atteintes sont réticentes à parler de leurs symptômes et ont peur d'être pris pour des fous. Les patients atteints de cette forme d'épilepsie ont des caractéristiques communes telles qu'une conscience de soi augmentée, une sensation d'union avec le monde extérieur, une perception très vive de l'environnement, une impression de clarté mentale et des sentiments de certitude, de révélation, d'évidence ou d'hyperconscience. Plusieurs descriptions d'expériences mystiques ou religieuses ont été considérées comme pouvant être de nature épileptique extatique. L'expérience mystique a été décrite et définie par William James avec 4 critères qui peuvent également définir l'expérience des personnes atteintes d'épilepsie extatique. Il a été pensé que ces épilepsies étaient liées à une atteinte du lobe temporal, mais il a été découvert que certaines crises ne sont pas liées à cette région. Cette forme d'épilepsie pourrait être expliquée par l'insula, une structure cérébrale profonde impliquée dans la perception des sensations internes du corps et la conscience de soi. L'insula reçoit des informations de l'intérieur du corps et de l'extérieur du monde extérieur, ce qui contextualise les signaux internes du corps. Selon un neuroscientifique, Michael Craig, l'insula est impliquée dans la régulation de l'émotion et la création de la conscience de soi. La prochaine prédiction du cerveau est de prédire les signaux sensoriels qui entreront dans le cerveau. Le but est de minimiser les erreurs de prédiction qui peuvent être vécues comme des conflits, des ambiguïtés et des surprises que le cerveau cherche à éviter. Les prédictions sont faites simultanément dans toutes les couches et les différentes régions du cerveau, que ce soit dans le domaine visuel, auditif, olfactif, gustatif ou dans le domaine des sensations internes du corps. Notre perception du monde extérieur et des sensations internes du corps dépend essentiellement des prédictions plutôt que des véritables entrées sensorielles. Le cerveau serait une machine à prédiction probabilistique multicouche. Lorsqu'un signal sensoriel arrive dans le cerveau, il est traité dans différentes couches de la hiérarchie de traitement. Dans les couches les plus basses, par exemple dans le cortex visuel primaire, le signal sensoriel va rencontrer une prédiction, par exemple la vision d'un nez. Dans les cortex plus élevés, il y aura d'autres prédictions, comme celle que ce nez fait partie d'un visage, et dans les cortex encore plus élevés et cognitifs, la prédiction que ce visage est lié à la présence d'une personne. Les déductions sont déterminées simultanément dans différentes couches de la hiérarchie et permettent de construire une représentation structurée du monde. Pour la perception des signaux internes du corps, le codage a lieu dans l'insula, qui prédit sans cesse le futur état physiologique du corps. Lorsque le signal entrant réel arrive, il y a une comparaison entre sa prédiction et le véritable signal entrant et une production d'une erreur de prédiction. La conscience de soi et les émotions conscientes semblent être plus le résultat de la succession des prédictions plutôt que le résultat de la succession des vraies entrées sensorielles. Lors d'une décharge épileptique de l'épilepsie extatique, il y a une hypersynchronie et une hyperactivité dans l'insula qui empêche cette dernière d'atteindre le niveau de complexité et de différenciation nécessaire pour encoder les prédictions interceptives et pour générer les erreurs de prédiction interceptives. Cette décharge électrique va empêcher le fonctionnement de l'insula pour pouvoir faire ce processus d'encodage et de genèse de l'erreur de prédiction, et il n'y aura plus d'erreur de prédiction interceptive. Cela peut donner l'impression que l'état du corps a été prédit de manière parfaite, ce qui peut entraîner une sensation de certitude et de foi. Francisco Varela, un neuroscientifique d'origine chilienne, a proposé la théorie de l'action qui décrit que notre esprit est inscrit dans notre corps. Tout ce que nous vivons du monde extérieur est vécu à travers notre corps. Le professeur dont il est question a étudié la neurologie clinique et la neuropsychologie à l'Université de Genève, avant de poursuivre ses recherches en neurosciences cognitives à l'Université de Californie, à Davis, puis à l'University College London. Il a été directeur du Neuroscience Center de l'Université de Genève de 2007 à 2017 et a fondé le laboratoire Brain and Behavior en 2008. Il s'est impliqué dans la programmation des sujets de la Semaine du cerveau.
Ces recherches actuelles portent sur les mécanismes neuronaux de la perception et de la mémoire, ainsi que sur la régulation par le contrôle attentionnel et les processus émotionnels, tant dans un cerveau sain que dans des pathologies neurologiques et psychiatriques. Lors d'une présentation, il a expliqué que le cerveau ne prédit pas seulement la réalité, mais sélectionne également les informations qui constituent notre expérience consciente. Il a utilisé l'hypnose comme exemple pour illustrer cette idée et a expliqué que l'hypnose avait été pratiquée depuis l'Antiquité, mais que son histoire moderne avait commencé au XIXe siècle avec le baron des nains d'Aucourmiers et Mesmer. L'entrée de l'hypnose dans les applications médicales remonte aux années 1840, lorsque des chirurgiens ont observé des phénomènes d'hypnose et ont décidé de les exploiter pour des interventions chirurgicales, puis Charcot a développé des utilisations de l'hypnose pour reproduire des symptômes, notamment chez des patients atteints de troubles hystériques. Cette région qu'on appelle l'heure, préconise donc cette région, qui est impliquée plutôt dans l'accès aux souvenirs et représentations qui viennent de l'intérieur du cerveau, seulement pendant l'hypnose. C'est comme si en fait, le système moteur n'est plus piloté par le système prémoteur, mais devient piloté par une région qui normalement est impliquée dans la mémoire et dans des représentations d'imagerie mentale. Cette configuration est intéressante quand on réfléchit aux implications pour différentes théories qui existent sur l'hypnose. Il existe un certain nombre de théories qu'on appelle cognitives qui essaient d'interpréter les phénomènes hypnotiques en relation avec l'organisation de l'architecture des fonctions neuropsychologiques telles qu'on les connaît chez les patients et chez le cerveau normal en modèle classique ancien. Dans ce modèle, il existe à quelque part dans le cerveau et typiquement dans le cortex préfrontal, un système de supervision qui contrôle ce qui se passe dans le reste du cerveau dans les systèmes qui font plus la routine, qui sont impliqués dans la perception, dans la programmation du mouvement, etc. L'idée est que le cerveau reçoit les informations qui viennent du monde extérieur, ou peut-être également à l'intérieur, ces informations déclenchent des routines de reconnaissance des schémas d'action, et tout ça s'organise dans un module dans ce modèle qui s'appelle une réponse. Lorsqu'il y a une erreur ou des comportements nouveaux à faire où il faut sélectionner entre différentes possibilités, on a ce système de supervision qui est lié au contrôle de l'attention et qui va décider finalement quel est le programme qui est mis en jeu. Or une fois, ce système de supervision est souvent associé aux fonctions frontales et assez souvent à quelque chose qui est propre à la conscience, alors que tout le reste qui se passe dans la machinerie des routines du cerveau n'est pas forcément toujours conscient. Différentes théories ont essayé de se baser sur ces concepts-là pour expliquer l'hypnose, et un modèle classique est de dire que ce système de supervision est déconnecté des routines et des voies sensorimotrices habituelles, ce qui opère selon le terme d'hypnose et la vision un peu somnambule de l'hypnose qui opère sur un mode automatique. Une autre théorie serait de faire plutôt appel à ce concept de dissociation et de faire l'hypothèse que ce système de supervision est pour une raison ou pour une autre scindé en deux, dissocié en une partie qui contrôle encore les routines et puis une partie qui est déconnectée et qui donne justement ce sentiment au sujet d'être un peu l'observateur de son comportement, ce que l'on garde appelé le leader. Ou alors, la dissociation est au sein des routines, avec certaines routines qui sont accessibles et contrôlables par le système de supervision et d'autres qui ne le sont pas. Les résultats de certaines études sont plutôt compatibles avec une troisième famille théorique, celle de dire qu'en fait, ce système de supervision est suractivé et contrôle plutôt que déconnecté ou dissocié, compte au contrôle ces routines de façon exagérée ou accrue. Ce qu'on trouve, c'est en fait une augmentation. Cette synthèse explique les résultats d'une étude sur l'hypnose, qui montre que les sujets hautement hypnotisables ont des stratégies cognitives différentes de celles des sujets moins susceptibles. Les chercheurs ont utilisé un test classique de filtrage attentionnel pour mesurer comment les sujets accomplissaient une tâche qui consistait à identifier la couleur qui se trouve au centre d'une image. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différence comportementale entre les sujets hautement et moins hypnotisables. Cependant, les sujets hautement susceptibles ont activé certaines régions cérébrales, telles que le cortex préfrontal droit, plus que les autres sujets. Les chercheurs ont conclu que les sujets hautement hypnotisables ont une autre stratégie potentielle pour accomplir la tâche, impliquant des régions cérébrales différentes, mais cela ne les rend pas meilleurs ou pires en termes d'attention. En outre, cette synthèse explique que les connaissances sur l'hypnose progressent, mais que nous ne savons pas encore exactement quels mécanismes ou aspects de la procédure hypnotique sont responsables de ces modulations. Enfin, il est suggéré que l'objectif est d'optimiser l'application de cette méthode empirique en améliorant la compréhension de l'hypnose. Cette transcription concerne une discussion sur les expériences mystiques et leurs liens avec la religion et la théologie, ainsi que sur les états de conscience altérés, tels que ceux induits par des pratiques chamaniques, l'hypnose ou la méditation de pleine conscience. Le conférencier explique que les expériences extatiques ne peuvent ni prouver ni réfuter l'existence de Dieu, mais elles révèlent que nous avons tous la capacité de ressentir une union avec l'univers. Il mentionne également que des pratiques traditionnelles à travers le monde ont induit des états de conscience altérés, parfois accompagnés de prises de substances, et que ces pratiques sont étudiées par certains chercheurs pour comprendre les mécanismes cérébraux et les circuits spécifiques qui y sont impliqués. Une question de l'auditoire porte sur les crises non épileptiques psychogènes et la possibilité d'observer des différences à l'IRM pour aider au diagnostic de ces patients. Le conférencier répond que ces phénomènes sont étudiés depuis longtemps, que les patients qui les ont ne présentent pas de décharge électrique pathologique, mais que les raisons pour lesquelles certains patients les développent restent encore largement inconnues.
La personne interviewée parle des stimulations transcrâniennes magnétiques comme méthode pour amener les gens à un état de sérénité. Elle mentionne également que ces stimulations sont utilisées actuellement chez les patients atteints d'épilepsie. La question est posée de savoir si ces stimulations pourraient être utilisées chez des personnes qui n'ont pas d'épilepsie. La personne interviewée répond qu'elle pense que c'est possible, mais elle ne sait pas dans quelle mesure cela pourrait être réalisé. Elle note que l'effet de cette stimulation pourrait être similaire à celui de certaines drogues psychédéliques. Elle discute également des différences entre les expériences extatiques et les expériences de mort imminente, N2, et note qu'il y a des similitudes dans les mécanismes impliqués, mais des différences dans les symptômes. Enfin, la personne interviewée discute de l'utilisation de la stimulation électrique pour traiter les dépressions sévères et note qu'elle peut avoir un effet bénéfique sur l'humeur après la crise convulsive induite.